quel est le rapport entre la musique et notre perception du monde? Dans cette vidéo, on va faire le parallèle entre la théorie musicale et ce qui se passe socialement et psychiquement à une époque donnée. On va prendre les notions de base de la musique, voir comment on construit la musique durant chaque époque et voir ce que reflète cette musique dans la société, dans la tête des gens de l'époque correspondante. Donc d'abord, je vais vous parler de la perception de la musique dans notre tête. Ensuite, je parlerai de la théorie musicale au fil des siècles et faire des parallèles entre les grands courants musicaux et les grands courants sociaux et politiques en même temps, pour se rendre compte que la musique est un bon moyen de décoder ce qui se passe au niveau social, mais aussi au niveau de notre psychisme en tant que membre d'une société. Et à la fin de cette vidéo, je vous parlerai du monde actuel, c'est-à-dire de l'époque postmoderne et comment on peut retrouver les grandes tendances sociales de maintenant, comme par exemple la théorie des genres, la cause animale, l'écologie, etc. Et enfin, on verra comment la musique actuelle reflète tous ces courants-là. Alors attention, c'est pas un cours de musique, je suis pas prof de musique, et s'il y a des professionnels de musique qui nous écoutent, je leur demande de zapper, cette vidéo n'est pas faite pour les professionnels de la musique. D'ailleurs, l'objet de cette chaîne n'est pas l'étude de la musique. Sur cette chaîne, on utilise des matériaux variés comme les textes religieux, les mythologies ou la philosophie pour comprendre la spiritualité et comment fonctionne l'esprit humain. Et dans cette vidéo, on va utiliser la musique comme matériau de base pour comprendre le comportement humain, c'est tout. On n'a aucune prétention en matière de musique ici. Alors, on va commencer d'abord avec un peu d'histoire sur la musique et sa perception par les humains. Bon, vous savez tous que la musique est née en même temps que l'être humain, ça ok, mais il aura fallu quand même plusieurs milliers d'années pour comprendre comment ça fonctionnait, comment la musique fonctionne, et pour avoir une ébauche d'écriture musicale. Les gens comme les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs, tout ça, ils avaient déjà développé des notations. Le problème, c'est que tout ça, ça a été perdu au fil des siècles. Du coup, c'est dans la musique religieuse qu'il faut chercher les premières notations mélodiques. Et si on regarde à l'Occident, c'est à l'époque de Charlemagne que la musique religieuse, chrétienne donc, va être arrangée. À la fin du 8e siècle, Charlemagne règne sur une grande partie de l'Europe et quand il se déplace, il se rend compte qu'on ne célèbre pas les messes de la même façon un peu partout. Alors qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'unifier la messe dans son empire et instaure le chant romano-franc, qu'on appelle aussi le chant grégorien. Et surtout, il demande à ce qu'on écrive dans des livres tous les chants liturgiques. Et là, ce qui se passe, c'est que les moines se mettent à travailler sur des codes et sur des symboles pour noter la musique et réunir tous ces chants liturgiques dans des livres. Et plus tard, vers le XIe siècle, en Italie, il y a un moine du nom de Guido d'Arezzo qui sort un système musical qui est à la base de ce qu'on connaît maintenant. C'est à la base du solfège, en fait. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a eu l'idée d'agencer les notes sur des lignes de façon à fixer les graves et les aigus et à retranscrire les tonalités. Ça s'appelle une portée ou une partition. Alors, vous avez tous déjà vu, il y a un exemple à l'écran, mais vous avez déjà tous vu un truc comme ça. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il invente aussi l'ancêtre du solfège en s'appuyant sur une poésie latine qui s'appelle l'hymne à Saint Jean et qui a la spécificité de monter d'un ton à chaque vers. C'est ce texte qui a donné le fameux Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si de la musique. Regardez le poème et le suivant. Donc, vous voyez que si on prend les premières lettres de chaque vers de ce poème, on retrouve le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si que vous connaissez. Alors, dans la vidéo, vous avez vu Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et en fait, ce qui s'est passé, on a abandonné le Ut parce que c'était chiant à prononcer, en fait.
Donc on l'a remplacé par Do, qui vient de Dominum, qui veut dire Seigneur en latin. Donc ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que cette notation musicale sert de base à la théorie de la musique, et nous on va se servir de la théorie musicale pour comprendre le rapport entre la musique et ce qui se passe dans notre tête. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est comment les êtres humains ressentent la musique déjà? Eh bien, vous savez sans doute qu'un son musical, c'est juste une vibration de l'air causée par un instrument, par exemple, par une guitare, par exemple, par une corde. Et cette vibration de l'air peut être rapide ou lente. Plus la vibration est rapide, plus le son est aigu, plus la vibration est lente, plus le son est grave. Voilà, jusque-là, rien d'extraordinaire. Le truc intéressant, c'est que certaines vibrations provoquent des sensations de détente, et à l'inverse, certaines vibrations provoquent des sensations de tension chez les humains. Pour bien comprendre, regardez la vidéo qui suit, et pardon d'avance pour la qualité du son, je l'ai fait avec un logiciel avec un son un peu merdique. Regardez un petit peu les explications qui suivent. Alors, je vais illustrer concrètement tout ça. Donc, imaginez que vous entendez le son d'une corde. Donc là, on a mis la guitare électrique ici. Je vais mettre un son, par exemple. Tiens, je vais mettre ça. Ça, c'est un Do, en fait. On va voir comment ça sonne. Je vais en mettre deux, comme ça. Tac. Voilà. On va voir ce que ça fait. Ok, donc vous voyez, c'est un son qu'on vient d'entendre, quoi, 3-4 secondes. Eh bien, à chaque fois que vous entendez ce même son, vous aurez une sensation de familiarité puisque vous venez de l'entendre. Et vous n'êtes pas surpris parce que vous connaissez déjà ce son, vous l'avez en mémoire. Le son arrive dans votre cerveau un peu comme chez lui, puisqu'il y a sa copie qui est déjà là. Mais ce qui est étrange, c'est que quand vous doublez la longueur de cette corde, bon là, imaginez que ce soit une corde qui donne cette note-là. Si vous doublez la longueur ou divisez la longueur par deux, ça marche dans les deux sens, vous aurez la même sensation de familiarité, de déjà entendu. Et ça, c'est un peu bizarre. Alors, on va voir comment ça marche. Je vais vous donner un exemple. Donc, je vais prendre cette note-là. Et donc, si par exemple, imaginez, je divise la longueur de la corde par deux, ça sera un son qui sera ici. Alors, peu importe, c'est pas un cours de solfège, mais en gros, la note sera là. Et donc, si je joue les deux notes, ça fait quoi? Comme ça, on ne dirait pas. Mais si je mets les deux notes en même temps, c'est peut-être un peu plus clair. Alors, il faut écouter ça dans une musique, pas là-dedans, mais normalement, ça, vous retrouvez une certaine sensation de familiarité. Alors, je remets le truc. Voilà, je rejoue. Voilà, vous voyez, ces deux-là, ça sonne à peu près pareil. D'accord? C'est assez familier. Eh bien, ce sentiment de maison ou de sécurité, on appelle ça une tonique. Les notes qui vous donnent ce sentiment de sécurité, on appelle ça les toniques. Donc, toutes les cordes dont les longueurs ont un rapport double ou de moitié, ce sont des toniques, ce qu'on appelle des toniques. Et toutes ces toniques provoquent une même sensation d'être chez soi, d'être à la maison. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, imaginez faire une musique qui reste au niveau de cette tonique-là ou proche. Ça évolue à peu près à côté comme ça. Qu'est-ce qui va se passer en fait musicalement? Vous allez vous emmerder. C'est un peu comme rester chez soi longtemps. Par exemple, pendant la période de confinement, être chez vous, c'est bien, mais rester chez vous pendant un mois, ça commence à être chiant. Vous avez envie de sortir. Donc, ce qu'on aime, c'est quand il y a des surprises, quand il y a des tensions. Et en fait, comme la musique provoque une affection, on aime ou on n'aime pas la musique, en fait, elle est régie par l'affection primordiale, en fait, qui est en fait l'amour, quoi. Enfin bon, on a beaucoup parlé d'amour dans les vidéos ici, mais l'amour, c'est l'affection principale. Et pour les plus basiques d'entre nous, il s'agira de l'amour physique, en fait. Ça, c'est pour les gens assez basiques. Pour les gens qui sont un peu plus évolués, ce sera l'amour métaphysique. Mais si je reste au niveau de l'amour physique, c'est quoi? C'est une alternance de tension et de décontraction. Pareil, la perception basique de la musique, on a envie de retrouver cette alternance-là, de sensations de décontraction, de tension. Vous voyez, de se retrouver chez soi et des sensations de tension parce qu'on est à l'extérieur de chez soi et qu'on a envie de revenir. Et dans la théorie musicale, si la note qu'on appelle la tonique ici, la représente la maison, et bien la note qui représente la tension, on appelle ça la dominante, une dominante.
C'est la note qui provoque le fait de ne plus être chez soi. Ça donne une envie de revenir, de l'envie de rentrer à la maison. Et la longueur de la corde de la note dominante par rapport à la tonique est d'un rapport de 3,5. Donc, imaginons que j'ai une corde ici qui fasse cette note-là. Si je divise en gros sa longueur par 3,5, un truc comme ça, ou je multiplie par 3,5, et vous allez entendre cette note-là. Voilà, c'est la note qui est ici. Voilà, alors je vais doubler avec sa tonique, enfin, peu importe, tout ça, c'est chaque fois que je double, on retombe sur nos pattes, ne vous inquiétez pas. Donc, ça fait ça, vous voyez. Et donc, hop. Donc, si je joue ça, regardez cette sensation de tension, ça fait ça. Mais là, c'est tendu, là. Alors, bon, encore une fois, c'est pas très, on n'entend pas très bien là, parce que là, c'est quand même sur un logiciel et tout ça. Il faut entendre de la vraie musique. Mais voilà, on est sur une sensation de tension. Donc, qu'est-ce qu'on a envie après? On a envie de revenir chez soi. Qu'est-ce qu'on fait? On a envie de revenir ici à la tonique. Donc, je vais remettre cette note-là ici, cette note tonique. Pareil, à chaque fois, je double, peu importe. C'est la même chose. Ça et ça, c'est la même chose. Et donc, si j'écoute les trois en même temps, sécurité, tension, sécurité. Vous voyez? Et alors, je ne sais pas si vous avez reconnu cet air-là. Tiens, je vais finir le truc, comme ça, vous allez voir ce que c'était. Alors, donc, il faut que je mette un truc comme ça ici. Puis ensuite, je mets un autre truc comme ça à côté. Voilà. Merde, qu'est-ce que ça fait, ce truc-là? Bon, il m'a fait un truc. Je vire ce truc-là, excusez-moi. Je vire tout ça. Alors, c'est pas grave. Voilà, hop. Je vais commencer ici. Enfin, je vais commencer à la dominante. Écoutez. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est Ainsi parlait Zarathustra de Wagner. Voilà, et toutes les musiques du monde sont basées sur ce rapport entre la tonique et la dominante. Vous voyez, c'est ce passage entre la dominante et la tonique, d'ailleurs qu'on appelle la résolution, on appelle ça la résolution, et c'est ce passage-là, cet élément fondamental qui est à la base de tous les systèmes musicaux partout. Alors, concrètement, comment les gens faisaient de la musique en jouant sur ces rapports toniques dominants? Il y a longtemps, par exemple, si on prend les chants religieux au Moyen-Âge, eh bien, c'était un mec qui chantait tout seul dans une église. Il y avait donc une seule voix. Et petit à petit, ils ont commencé à chanter à plusieurs, donc à plusieurs voix, parce que ça faisait un son un peu plus intéressant. Et puis, on a rajouté un instrument pour accompagner ces chants, puis un autre instrument, puis d'autres voix. Et ça a commencé un petit peu à partir en vrille comme ça et de devenir de plus en plus complexe. Et là, le problème, c'était de mettre en place des règles pour que tout ce beau monde-là produise un son agréable à l'oreille. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place ce qu'on appelle le système tonal, c'est-à-dire à fixer des notes et à mettre des règles de composition entre les notes. Si je reprends mon exemple des deux cordes, dont l'une est 2 fois plus longue que la première, vous vous rappelez, on a vu que on va entendre deux sons très différents, mais qui donnent la même impression familière d'être à la maison. Je rappelle que ces deux notes, on les appelle les toniques. La première tonique est grave, la deuxième tonique est aiguë. Et la distance qui sépare ces deux toniques, on appelle cette distance une octave. Eh bien, dans la musique occidentale, on a classé les différentes tonalités à l'intérieur d'une octave en 12 notes, en 12 tonalités avec un rapport égal. C'est-à-dire qu'on a divisé la distance entre les deux notes toniques en 12 parties de rapport égal, du plus grave au plus aigu. Vous voyez que c'était déjà une opération industrielle. Vous voyez, c'est carré, c'est droit. On découpe le truc en 12 parties égales et basta. Alors, ça paraît vraiment anodin comme ça, mais déjà là, il y a des signes d'industrialisation et l'envie de faire des choses carrées, mécaniques. Pourquoi je dis ça? C'est une hypothèse, mais regardez un petit peu, par exemple, ce qui se passe en Orient. Par exemple, si vous prenez la musique indienne ou persane, c'est pas le même découpage. C'est pas un découpage brut en 12 parties qu'on appelle des demi-tons d'ailleurs. Mais dans leur musique, il y a des rapports différents entre les notes. Il y a des quarts de ton, etc. Si bien que le son occidental
sonne industriel et droit, alors que le son oriental sonne un peu plus ambigu. Il y a une espèce de mélancolie ou de larme dans la musique orientale qu'on retrouve moins dans la musique occidentale. Et d'ailleurs, dans un autre domaine, pour donner un autre exemple, vous prenez par exemple les armes, les épées occidentales sont droites, alors que les épées orientales sont courbées, sinueuses. C'est pareil dans la musique. Alors, revenons en Occident, ce découpage en 12, qu'on appelle la gamme tempérée, c'est-à-dire une gamme de tempérament égale, c'est-à-dire que c'est découpé en 12 parties égales, c'est ça la gamme tempérée, donc ça donne 12 notes avec lesquelles on peut faire de la musique. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que si on joue les 12 notes les unes derrière les autres, ça sonne pas très bien, ça fait un son un peu merdique, pas harmonieux. Par contre, il y a 7 notes sur les 12 qui ont un rapport harmonieux entre elles. Il y a 7 notes sur les 12 qui sonnent bien entre elles comme ça, et c'est ça les fameux Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si qu'on a vu avant. Vous voyez, alors, on est toujours au Moyen-Âge, et on est toujours en train de voir comment triturer les notes de façon harmonieuse pour que ça sonne bien à l'oreille, et on a vu qu'il y a donc 7 notes qui sonnent bien, et donc qu'est-ce qu'on fait après ça? On commence à faire des différentes combinaisons avec ces 7 notes. Les anciens ont appelé ça des modes. Vous voyez, il y a 7 notes, donc vous pouvez commencer à jouer à partir de la première note, le Do, ou alors vous pouvez commencer à jouer à partir de la deuxième note, le Ré, etc. Donc il va y avoir 7 modes musicaux. Et à l'époque médiévale, il y avait donc 7 modes avec des noms bizarres, inspirés de l'architecture grecque. On les appelait les modes ioniens, doriens, phrygiens, lydiens, mixolydiens, éoliens et locriens. Bon, tout ça c'était chiant, c'était compliqué, et en plus au fur et à mesure du temps, on a rajouté de la complexité et des instruments autour de ces 7 modes, si bien que c'est devenu un tel bordel que petit à petit on a laissé tomber la majorité de ces modes pour n'en garder que 2 principalement. Un mode qui sonne joyeux et un mode qui sonne triste. Le mode joyeux qui s'appelait ionien avant, on l'a appelé le mode majeur, et le mode triste qui s'appelait éolien, on l'a appelé le mode mineur. Et la grande majorité de la musique occidentale tourne autour de ces 2 modes-là, qu'on appelle aussi des gammes. Et comment on jouait les gammes à l'époque médiévale? Eh bien, à la base, on est dans la musique religieuse. Ça veut dire que le jeu musical doit être un jeu entre un absolu qui représente Dieu et des choses autour de cet absolu qui représentent les créations de Dieu. Donc, à l'époque médiévale et à la Renaissance, on mettait en place d'abord une mélodie qui ne bougeait pas, et on organisait le reste de la musique en fonction de cette mélodie fixe. Et cette mélodie fixe qui ne bougeait pas, et qui pouvait symboliser en tout cas un absolu, ou un Dieu, ce que vous voulez, c'était un truc quand même absolu, ça s'appelait le cantus firmus, le chant qui ne bouge pas, cantus firmus. Et l'art de trouver un accompagnement pour ce cantus firmus s'appelait le contrepoint. Alors, je vais vous donner un exemple de cantus firmus et de contrepoint. Regardez la vidéo qui suit. Masho uses this line as a sort of framework or foundation for his more elaborate polyphonic piece. So you can imagine that he lays out the chant as his cantus firmus, or fixed voice, and then he weaves his other parts around it. In the final product, you'll hear that the cantus firmus is very well integrated into the texture, so much so that it's actually the most difficult part to hear. Donc, vous voyez qu'avant l'ère industrielle, il y avait un socle, le cantus firmus, et sur cette base, on composait.
Donc avant l'industrialisation, il y avait l'équivalent d'un absolu en musique qu'on appelait le chant fixe, qui servait de substance. Et les règles de composition étaient plutôt, on va dire, verticales. C'est-à-dire qu'on devait harmoniser les notes sur les pas de ce chant fixe, du cantus firmus, qui avançait comme ça dans le temps. Un peu comme un dieu qui s'incarnait comme ça sur la terre. Vous voyez. Mais petit à petit, avec l'arrivée de la science et de l'industrie, la musique s'est organisée un peu différemment. Pourquoi ? Parce que l'industrie et la science devenaient petit à petit, en gros, la nouvelle métaphysique. C'est-à-dire que le temporel prenait le pas sur l'intemporel. C'est-à-dire que c'est le temps qui devenait de plus en plus important. Et dans la musique, on s'est donc intéressé plus à une composition dans le temps, c'est-à-dire à une composition qu'on appelle horizontale. Donc on a gardé ces techniques de contrepoint que vous avez vues, en les industrialisant et en organisant la musique par des objets qui évoluent dans le temps. Un exemple, c'était l'art d'organiser des motifs musicaux qui se répétaient et se croisaient sans cesse dans le temps comme ça, ce qu'on appelait la fugue et le canon. Alors c'est quoi tout ça ? En gros, c'est quand une même mélodie est jouée à plusieurs voix de façon décalée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Imaginez que vous avez un yo-yo dans chaque main. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces jouets-là, donc je vous ai mis une image de ces jouets. Donc, imaginez que vous avez un yo-yo, un jouet comme ça dans chaque main, une main droite, une main gauche, et que vous jouez avec ces deux yo-yo en même temps. Ce qui va se passer, c'est que ces deux yo-yo vont parfois descendre ensemble, parfois se décaler, se croiser, et voilà, ça commence à faire des mouvements entre les deux de façon continue comme ça. Et donc si vous visualisez un petit peu le mouvement de ces deux yo-yo comme ça, le canon et la fugue, en gros c'est la même chose avec le son, c'est de lancer la même mélodie à des moments différents et avec des sons différents. Alors regardez cette vidéo pour voir un exemple. Alors, le truc, c'est que pour composer ce genre de truc, c'est extrêmement balèze. Je veux dire, la musique, là, à ce stade-là, devient vraiment de plus en plus scientifique, précise, industrielle. Les règles temporelles sont quand même balèzes. Je veux dire, ça devient vraiment une usine à gaz. Et tout ça, ça continue comme ça jusqu'à la période, on va dire, aux alentours du 19e siècle. Et là, il se passe encore un événement qui va changer un petit peu la musique. Ce qui se passe, c'est que vers la fin du 19e siècle, il y a un fort développement du monde académique et des universités. Et c'est à cette époque-là que la musique devient de plus en plus académique. Ça veut dire que ça commence à entrer dans les universités et on commence à appliquer les règles académiques à la musique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la musique devient un gagne-pain académique, de la même manière que la science était devenue un business académique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Qu'est-ce que ça veut dire le business académique ? C'est de faire des choses plus complexes que les collègues d'une autre université et de sortir un maximum de concepts et de théories, même si ça ne sert à rien. Contrairement à ce qu'on croit, la règle de compétition dans le champ universitaire, ce n'est pas la recherche de la vérité, mais il y a une règle de compétition dans le champ universitaire qui consiste à produire des articles plus complexes et plus intelligents que les universités concurrentes, tout en faisant attention à ne pas se faire dézinguer par les concurrents. Donc si vous regardez par exemple
un papier académique, je sais pas, un papier scientifique par exemple, vous verrez que la moitié de l'article, ce sont des définitions, des précisions, des précautions, bref, toute une armature pour que les concurrents ne puissent pas attaquer l'article. Et l'autre moitié, ça consiste à compiler des travaux complexes dont tout le monde s'en fout. Et à force de faire ça, on se met à faire des papiers complètement hors sol qui ne servent strictement à rien. C'est exactement ce qui s'est passé en musique à partir de fin 19e, début 20e siècle. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire de la musique pour les yeux et non plus pour les oreilles. L'expression n'est pas de moi, je l'ai lu sur Internet, mais je trouve que ça résume bien la musique du début du XXe siècle. C'est faire de la musique pour les yeux et non pas pour les oreilles. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire de la musique comme si on faisait des maths ou de l'informatique. C'est-à-dire que à partir du moment où la science est pleinement devenue le nouveau Dieu, la musique a suivi la mode, et les compositeurs, très souvent académiques, des mecs qui donnaient des cours dans les facs et tout ça, ils ont commencé à faire des trucs extrêmement gratifiants en tant qu'académicien, on va dire, et prof d'université, mais extrêmement chiants en tant que musicien. Par exemple, on a commencé à composer de la musique comme si on faisait des maths, avec ce qu'on appelle la théorie des ensembles. Si vous avez fait des maths, d'ailleurs, vous devez connaître la théorie des ensembles, qui a été mise en place à peu près à la même période, fin 19e. En gros, l'objectif est de créer des objets, ou alors ce qu'on appelle des motifs musicaux, par exemple un ensemble de notes, et de mettre des règles pour les relier, sans trop se soucier si ça sonne bien ou pas. En gros, il s'agit de renier toute hiérarchie entre les tonalités, dire que toutes les notes sont égales entre elles, d'un point de vue harmonique, toutes les notes se valent, et on tombe dans une sorte d'anarchie dans le sens harmonique. Ça veut dire que, on s'en fout trop, on s'en fout de la musique, mais on fait tout ça pour étaler une expertise académique au niveau de la composition musicale. Et c'est comme ça que, par la suite, de nouveaux genres ont apparu au XXe siècle, comme le sérialisme, par exemple, le sérialisme. Alors, un exemple de ce genre de musique, le sérialisme, c'est un mec qui s'appelle Pierre Boulez. Je vous laisse juger par vous-même. Écoutez la vidéo. Alors je m'excuse, j'ai arrêté vite parce que personnellement ça me fait mal aux oreilles. Mais voilà, on est au XXe siècle et il se passe des trucs comme ça dans la musique. Sauf que au XXe siècle, il y a deux événements majeurs. C'est quoi? Ce sont les deux guerres mondiales. Et après la Seconde Guerre mondiale, surtout, ce qui se passe, c'est que l'ancien monde s'écroule. Ça veut dire qu'il y a un nouvel ordre mondial qui apparaît avec plus de liberté, plus d'échanges, avec un commerce international organisé, etc. Et dans tous les domaines, il y a une réaction par rapport à ce monde d'avant, qui est une réaction d'ouverture. Pareil, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une réaction dans la musique par rapport à la rigueur du monde d'avant et cette espèce de fascisme musical qui était le sérialisme. Vous avez entendu un extrait, allez regarder sur Internet, vous verrez ce que c'est. Et parmi les nouveaux mouvements musicaux, on peut en citer trois. Il y en a plein. Moi, je ne connais pas tout ça. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la musique, mais bon, je me suis renseigné un peu. En gros, il y en a trois qui me semblent intéressants. Il y a le minimalisme, ce qu'on appelle le minimalisme, qu'on retrouve plus tard dans la musique électronique. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Ensuite, il y a la musique aléatoire, ou ce que les Anglais appellent ça, les anglo-saxons appellent ça la chance music. Vous allez voir un extrait, et ça je vous le cite parce que c'est très marrant. Et enfin, il y a un autre genre qu'on appelle le troisième courant, third wave en anglais, ou third stream en anglais, qui mélange la musique classique et le jazz. Alors je vais vous donner quelques exemples. On va commencer par le plus marrant qui est la chance music. Regardez. Water walk because it contains water and because I walk during its performance. That figures, doesn't it?
Now, also, two things I want you to notice. Over here, Mr. Cage has a tape recording machine, which will provide much of the... Will you touch the machine so that we can know where it is? Which will provide much of the background. Also, he works with a stopwatch. The reason that he does this is because these sounds are in no sense accidental in their sequence. They each must fall mathematically at a precise point. So he watches his watch as he works. He takes it seriously. I think it's interesting. If you are amused, you may laugh. If you like it, you may buy the recordings. John Cage and Water Walk. Bon voilà, hein, donc vous voyez, c'est marrant. Il y a aussi ce qu'on appelle, ce que je vous disais, le troisième courant, third stream en anglais, qui se veut un mélange entre le jazz et la musique classique. Et on retrouvera un petit peu tout ça sous d'autres formes, comme l'acid jazz de maintenant, tout ça. Bon, là, tapez third stream ou troisième courant en anglais sur YouTube, vous allez voir des extraits. Et on peut citer aussi le minimalisme, qui consiste à utiliser une pulsation régulière avec une entrée progressive des courts motifs. Ça, c'est intéressant, je vais vous faire écouter un extrait. Hein. Regardez un exemple par Terry Riley qui s'appelle In C, en C. In C, in C, ça veut dire si en anglais c'est Do, la note Do. Écoutez.
Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est ce genre de truc qu'on retrouve beaucoup dans la musique électronique d'aujourd'hui. Je vais vous faire écouter un morceau électronique en fait qui reprend ce principe de minimalisme. Écoutez. Voilà, alors maintenant, où est-ce qu'on en est dans tout ça? Donc comme je vous disais, on est à l'époque postmoderne, et qu'est-ce qui se passe en matière de musique maintenant? Alors, je vais vous montrer un schéma un petit peu pour résumer aussi tout ce qu'on a vu. Un schéma en fait qui va vous parler des différents styles musicaux et de l'évolution de la complexité musicale depuis la période médiévale jusqu'à maintenant. Alors, la source, je l'ai notée, c'est quelqu'un qui s'appelle Jason Allen. C'est un prof de musique que moi j'aime bien. Il donne des cours pas mal sur Udemy. Voilà. Donc, si vous regardez sur ce schéma-là, vous avez donc la ligne rouge, c'est quoi? C'est en fait, ça représente la complexité de la musique depuis la période médiévale. Donc, vous avez la période médiévale, la période industrielle, moderne, postmoderne. Alors, quelles sont les années entre tout ça, médiéval, industriel, moderne, post? J'en sais rien. En plus, je veux dire, j'ai pas trouvé de date exacte. Il n'y a pas de date exacte. Enfin, c'est un peu diffus tout ça, mais bon, appelons ça comme ça. Sachant que postmoderne, c'est maintenant. Moderne, bon, on va dire c'est le XXe siècle, fin 19. En gros, c'est ça. En gros, on va dire ça comme ça. Donc, vous voyez, la musique est devenue de plus en plus complexe jusqu'à la période moderne, fin 19e, début 20e. Et à partir de fin 19e, il se passe un truc, il y a une cassure. Oui, il y a une cassure dans la musique, c'est-à-dire que il y a cette réaction académique par rapport à la musique. C'est-à-dire que il y a par exemple ce mouvement sérialisme qui consiste à faire de la musique, comme je vous disais, non pas pour les oreilles, mais pour les yeux. Donc on commence à faire de la musique de manière extrêmement scientifique, comme si on faisait des maths. Donc, à l'époque moderne, donc, vous avez plein de courants comme ça, et des réactions à ces courants-là. Vous avez le courant de sérialisme, il y a les trois courants dont je vous ai parlé, troisième vague, chance music, minimalisme, tout ça. Et tout ça, ça continue jusque maintenant. Bon, je vous ai parlé un petit peu de tout ça, sauf que qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe à cette époque actuelle qu'on appelle la période postmoderne? Eh bien, la caractéristique, on va dire philosophique, si vous voulez, de cette période postmoderne, c'est qu'on va être critique, on va être sceptique par rapport à tout ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'on a un regard critique par rapport à ce qu'il y avait avant, par rapport aux normes d'avant, et on remet tout en cause et on se donne le droit de faire ce qu'on veut. On se donne le droit d'une liberté totale et on va casser l'ensemble des normes et des codes qu'il y avait, si bien que tous les courants, par exemple, qu'il y avait au XXe siècle, sérialisme et tout ça, ça explose, mais ça continue. Donc on n'arrête pas d'inventer de nouveaux trucs. Pareil sur tout ce qui est chance music, et minimalisme et tout ça. Mais en même temps, on va prendre des morceaux qu'il y avait avant, des morceaux anciens. À l'époque médiéval, des morceaux avec de romantiques, de l'époque romantique, etc. C'est-à-dire que, en fait, on a un regard critique, et avec ce regard critique, on regarde ce qu'il y avait avant comme pas suspect, mais on remet en cause en fait tous les ordres qu'il y avait avant. On casse tout et on recommence. On déconstruit, on reconstruit. Bon, d'un côté, c'est bien parce qu'il y a une recherche constante de nouvelles identités en musique, c'est-à-dire que, et dans l'art en général, ce qui est génial, ça veut dire que la musique postmoderne est essentiellement une reconstruction à partir des musiques passées, mais tout ça, c'est parce qu'il y a un regard critique par rapport au style passé. Alors, je vous donne un exemple. Regardez, écoutez ce morceau-là, qui s'appelle Venetian Snares.
Donc vous voyez, on prend des sons extrêmement différents et on fait un nouveau son. Donc, et alors maintenant, quel est le rapport entre cette musique postmoderne et la vie sociale postmoderne? Le problème, c'est qu'il y a un gros décalage entre la musique postmoderne et notre société postmoderne. Pourquoi? Parce que dans la société postmoderne de maintenant, on a la même volonté critique par rapport au passé, hein, la même volonté de déconstruction, mais sans aucune construction derrière. C'est-à-dire qu'on déconstruit rapidement les ordres anciens sans arriver à créer de nouveaux ordres et de nouveaux codes comme on le fait en musique. Pourquoi? Parce qu'en musique, c'est facile. On prend 3 morceaux avec un sampler, un morceau de violon, un morceau de basse, un morceau de ce que vous voulez, un truc vieux, un truc ancien, un truc nouveau, ce que vous voulez. Et on fait des remixes, ça prend une semaine, on va créer un nouveau genre. En politique, c'est autre chose. On ne peut pas inventer un nouveau projet social toutes les semaines. Donc, le problème social et psychologique actuel, si vous voulez, c'est quoi? C'est que l'époque postmoderne actuelle consiste à être critique vis-à-vis des traditions passées, à être sceptique par rapport à l'ordre passé et l'ordre même existant, à remettre en question l'ordre des choses, mais sans proposer de nouveaux projets. C'est ça le problème. Par exemple, depuis toujours, les femmes étaient traitées d'une manière inégale par rapport aux hommes. Ça, c'est injuste, c'est illogique, on est tous d'accord. Donc on va remettre en cause cet état-là, mais sans vraiment proposer un projet constructif. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va désigner les hommes comme coupables, on va essayer de réduire leur influence sociale. Pareil sur la maltraitance animale, pareil sur la protection de la nature, etc. Donc vous voyez, le gros problème, c'est que le projet politique derrière tout ça ne consiste pas à construire de projets nouveaux, comme c'est le cas dans la musique, mais de déterminer seulement qui est coupable, de le stigmatiser et de se venger. On est dans un projet politique de vengeance. Et ça, c'est un projet politique identitaire. On est dans une période identitaire extrêmement dangereuse. Par exemple, j'ai lu dans je ne sais plus quel journal que récemment le Sénat de Californie a adopté une proposition de loi pour obliger les grands magasins à créer des rayons de jouets neutres, c'est-à-dire sans référence explicite à un public de garçons ou de filles, des jouets asexués. Bon, ça c'est un exemple de l'application de la théorie du genre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on enlève les assignations. Je juge rien du tout. Hein. Je suis en train d'analyser tout ça. Hein. Donc il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que on enlève les assignations, on enlève les repères ou les fonctions d'avant. Bon, ça pourquoi pas. Hein. On déconstruit tout ça. Mais à l'inverse de la musique, où les nouvelles constructions fusent, là il n'y a pas de réelle construction derrière. On détruit au prétexte que c'est obsolète ou discriminant, et ça s'arrête là. Si bien que les courants de pensée actuels se résument finalement à ce qu'on appelle des courants identitaires. Alors pourquoi je dis que ce sont des courants identitaires? Parce que le projet politique derrière chacun de ces courants sociaux, hein, derrière chaque idéologie, hein, on peut appeler ça idéologie, est d'établir qui doit quoi à qui. C'est ça l'essence des grands modes de pensée actuels. Trouver qui est victime de qui et se venger derrière. Vous voyez, les projets politiques actuels ne sont pas l'établissement de nouvelles choses, mais d'identifier des groupes et établir pour chaque groupe un score d'innocence ou de culpabilité. Et ça, c'est un projet identitaire. C'est ça qu'on appelle un projet identitaire, parce que d'abord, on identifie un groupe, ensuite, on donne un score. C'est-à-dire que soit on victimise, soit on culpabilise. C'est ça l'essence même de toutes les politiques identitaires, et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, pour conclure, et pour mieux vous expliquer cette situation, on va dire, politique, sociale, psychologique actuelle, rien de mieux qu'un morceau de musique, puisque c'est quand même le thème de cette vidéo. Alors je vais vous faire écouter un extrait d'un morceau d'un vieux groupe canadien qui s'appelle Rush. La chanson s'appelle The Trees, les arbres. Ça raconte l'histoire d'une prise de tête entre les arbres dans une forêt, et je trouve que c'est une magnifique parabole de ce qui se passe à l'époque actuelle. Vous allez voir, les paroles sont retranscrites dans la vidéo, en anglais bien sûr, mais ça vaut le coup de faire un effort. Bon, c'est spécial comme genre de musique, mais c'est pas grave si vous n'aimez pas, regardez le texte. C'est le texte qui est magnifique, surtout les 30 dernières secondes qui représentent la conclusion philosophique de cette vidéo. Et je vous laisse méditer ce beau texte de Rush, et je vous dis au revoir et à bientôt.
the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Trouble with the maples, and they're quite convinced they're right. They say the oaks are just too lofty, and they grab up all the light. But the oaks can't help their feelings if they like the way they're made, and they wonder why the maples can't be happy in their shade. There is trouble